Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans notre invité, un numéro spécial ce soir consacré à l'éducation nationale avec notre invitée, Madame la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit. Avec elle, nous reviendrons bien sûr sur les sessions d'examens nationaux pour l'année en cours. Avons-nous réussi à rendre cette année sa crédibilité au bac, durement entachée, vous vous en souvenez, l'année précédente, par des fuites massives des sujets d'examen, le nouveau système d'examination annoncé par le secteur, le concours de recrutement des enseignants qui débute à la fin du mois en cours, ainsi que la préparation de la rentrée prochaine. Madame Nouria Benrabrit, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Azul. Alors, on peut dire à présent que le baccalauréat, que l'examen du baccalauréat s'est déroulé dans un climat plus apaisé, très certainement comparé à celui de l'année dernière. Mais est-ce que la crédibilité de cet examen lui a été rétablie malgré, on le sait, la fuite de certains sujets après le début des épreuves? Bon, je vous remercie pour votre invitation. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que cet examen, et pas seulement celui-ci, celui du brevet et celui de 5e, s'est déroulé dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, grâce à la mobilisation, grâce à la vigilance, mais grâce aussi à l'anticipation qui a été faite. Et cela à au moins 3 niveaux, au niveau de l'organisation pédagogique et administrative, au niveau des contenus des sujets, mais également au niveau de l'encadrement et de la sécurisation de ces examens. Alors c'est vraiment la mobilisation, je peux dire, de pratiquement tous les départements ministériels qui a fait que cette année, les examens, donc les 3, se sont déroulés dans de bonnes conditions et on peut considérer que l'État a réussi dans cette opération. Alors, même si l'on sait évidemment que sur ces 3 examens, il y a quand même eu plus de 2 millions d'élèves qui ont passé entre la 6e, la 4e année moyenne sur les 3 paliers, ouais. et le secondaire. Alors, évidemment, quel est l'enjeu? Quand vous passez des examens, un des enjeux, c'est que ça puisse se passer dans le calme et sans fuite. Oui. Alors, cette année, ça l'a été. J'entends souvent le rappel de ce qui s'est passé l'année dernière, mais il faut quand même considérer que l'année dernière était une exception. Ce n'était pas la norme. Par contre, on fait face depuis 2 années à une réalité nouvelle, due essentiellement à l'usage des technologies de l'information et de la communication et qu'on retrouve dans l'action de diffusion des sujets lorsque les enveloppes sont ouvertes. Donc on déplace en fait le centre de préoccupation qui n'était plus celui de la fuite, mais celui de la diffusion. Alors, mais il y a une réaction, même si c'est après le début des épreuves, les sujets sont automatiquement changés, c'est bien cela. Non. Alors, pour qu'on s'entende bien, non, pas forcément. Il y a changement de sujet lorsqu'il y a fuite. Et la fuite, oui, je parlais des fuites, précisément. Et la fuite, elle est définie, c'est quand ça se passe avant l'ouverture des enveloppes. Et là, de toutes les façons, tout le monde a accès aujourd'hui aux réseaux sociaux, donc tout le monde est informé s'il y a fuite ou pas. Alors, ce que je peux dire cette année, sur les 3 examens, il n'y a eu aucune fuite. Il y a eu à un moment donné une rumeur sur un examen, sur une matière. Il y a eu une rumeur parce qu'il y a eu un décalage dans le temps. En fait, c'était une matière essentielle et que les chefs de centre, avec son adjoint, ont mis du temps à organiser les paquets parce qu'il faudrait distribuer dans l'ensemble des classes. C'est ce temps qui a été mis qui a fait dire aux internautes et en tout cas à nos élèves qu'il y a eu fuite. Mais là, donc, il n'y a pas eu de changement de sujet selon vous? Il n'y a pas eu de changement de sujet et il n'y a pas eu de fuite. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que ce protocole de sécurisation cette année, on a parlé de vidéosurveillance, de détecteurs de métaux, etc., a été trop dur, voire militarisé pour les plus extrémistes? Écoutez, je peux vous dire que si on n'avait pas fait ça, on nous aurait reproché n'avoir pas suffisamment assuré la sécurité. Alors, ce qui s'est passé cette année, il fallait absolument qu'on assure l'absence totale de fuite, le risque zéro pour les fuites. C'est ce qui explique, comme vous dites, la vidéosurveillance dans les lieux où les enveloppes, où il y a les sujets d'examen, devaient être protégés au maximum. Donc ça l'a été. Alors, pour ce qui concerne les détecteurs de métaux, c'est en fait plus dissuasif, malgré le fait que nous avions noté dans les convocations, et les élèves le savaient, qu'il ne fallait pas
qu'il ramène des portables et que si on le découvre avec un portable dans la classe, oui, il y avait une présomption, en tout cas, de vouloir frauder, de vouloir tricher. Alors sur ça, non, moi personnellement, je ne considère pas qu'on en a trop fait. Au regard des résultats que nous avons aujourd'hui et de la satisfaction générale, grâce, moi je pense qu'il faut aussi le dire, à un haut niveau de maturité, parce qu'il faut parler aussi de... À quel niveau ? Non seulement des élèves, mais aussi des enseignants, parce que nous avons plus de 761 000 candidats au baccalauréat, et en fait, la portion congrue a concerné soit les entreprises de fraude, avec téléphone portable, Bluetooth, etc., ou le phénomène de la diffusion. Alors, il est quand même important de remercier ceux qui nous ont aidés, ceux qui ont contribué, ceux qui ont fait preuve de discipline, donc qui ont mis en œuvre, en tout cas, les protocoles qui avaient été envoyés aux élèves, et aussi l'accompagnement et le soutien des parents dans cette entreprise. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, justement, avec ces problèmes de fuite, et comme vous le dites, nous ne sommes pas le seul pays où cela se produit avec les nouvelles technologies, mais est-ce que finalement, on n'a pas un peu déplacé l'enjeu de ces examens et nous sommes devenus plus obsédés par le bon déroulement ou la bonne organisation de ces examens plutôt que par les résultats des candidats? Écoutez, un bon déroulement garantit la crédibilité d'un examen. Un. Et deux, un bon déroulement garantit aussi à vos élèves et au corps d'encadrement un effet, un autre sens qui est important, c'est de leur permettre de mieux se concentrer sur le sujet et, en fin de compte, d'assurer aussi l'équité et l'égalité des chances entre tout le monde. Vous savez, sur les 761 000 candidats, peut-être que vous en avez quelques-uns, des petits malins, qui vont pouvoir frauder. Or, ce qui est important pour les pouvoirs publics, notamment l'école et les examens, ils doivent être au service de l'ensemble de la communauté et donc assurer cette obligation de mettre tout le monde dans les mêmes conditions. Alors, c'est pour cela notamment pour les retardataires qui ont pu se plaindre de l'inflexibilité des agents mis devant la porte et qui leur refusaient systématiquement l'accès. Un mot sur ces candidats. Oui. Alors, écoutez, d'abord, moi je crois qu'il ne faut pas culpabiliser nos fonctionnaires qui n'ont fait que leur travail. Il y avait un protocole et ils étaient tenus de mettre en œuvre ce protocole. Moi, je crois que c'est un excellent signal quand vous avez sur les 2700 en fait, centres de déroulement, lorsque vous avez justement cette rigueur dans la mise en œuvre de ce protocole, ça ne peut être qu'interprété qu'un signe positif. Maintenant, pour les élèves qui sont arrivés en retard, il faut bien lire la convocation où il était noté que le candidat devait être dans l'établissement à partir de 8h30. Oui. Nous, on ouvre à 8h. Et entre 8h30 et 9h, c'était le temps, en fait, non seulement de faire la fouille, mais également d'assurer quelques petits conseils psychologiques à ses élèves. Donc, 9h, on ferme les portes. 9h, on commence l'ouverture des enveloppes. Alors, lorsque les élèves viennent en retard, ils perturbent d'abord l'ordre au niveau de la sécurisation, parce que ceux qui sont placés devant les portes pour assurer justement cette opération de fouille sont ensuite dispatchés à d'autres tâches. Deuxième élément, quand ils rentrent en dernier, ils perturbent la classe. Alors, ce qui est dommage, c'est que là-dedans, les parents ne se sont pas suffisamment intéressés, en tout cas pour ces élèves-là, ne se sont pas suffisamment intéressés, à leur emploi du temps. Et nous avons dit également aux parents, nous avons donné des conseils, qu'ils puissent venir faire le repérage de l'établissement où l'élève va passer son examen. Et ce qu'on a constaté, en fait, c'est que ces retards, il ne faut pas toujours voir les choses de manière angélique, il y en a pour qui c'est une véritable stratégie. De quelle manière? De quelle manière? Parce qu'avec l'usage des technologies de l'information et la diffusion des sujets, donc ils sont assurés d'avoir le sujet et ensuite d'entrer. Donc il n'y a pas
que des aspects Donc ça, c'était de retard. un mot pour l'avenir, pour les examens à venir. Il n'y aura pas de flexibilité pour les retardataires. Il n'y a qu'à être à l'heure. C'est ce que vous dites. Voilà, il n'y a pas eu... Et puis, vous savez, quand on voit le pourcentage des absents, depuis pratiquement 2012, ça oscille entre 1 et 2%. Cette année, c'est 2,07 en matière d'absence. Et dans les absents, ce qu'on constate, c'est que l'écrasante majorité, c'est les candidats libres. Et que les candidats scolarisés, en fait, c'est 2,07. Alors, un mot aussi sur les erreurs contenues pendant l'élaboration des sujets d'examen, comme celui des sciences, par exemple, des sciences naturelles. Est-ce qu'on peut remédier à cela de façon définitive lors des prochains examens? Alors, vous savez, d'abord, je tiens à rectifier, ce n'est pas une erreur. Il y a une inversion d'un schéma. Et ce qu'on peut dire. Il faudra adapter tout de même le barème de notation. Comme dans tous les examens. Dans tous les examens, vous savez, il y a toujours un échantillon qui est pris par les enseignants. Et sur la base de la correction de cet échantillon, ils adaptent en fait les notations qui sont réservées aux exercices. Donc il n'y a pas de crainte là-dessus. Ça rentre totalement dans le cadre des protocoles habituels qui sont mis en œuvre lors des examens. Donc on revisite le barème à partir des résultats liés à la correction d'un échantillon important. Donc c'est prévu, en fait. Oui, tout à fait. Alors les résultats du BEM et du baccalauréat, on les attend donc respectivement le 27 juin et le 15 juillet prochain. Pour le BEM, le taux de réussite l'an dernier était de plus de 54%, 49,7% pour le bac, qui s'était déroulé donc dans les conditions que l'on connaît. D'abord, moi je voudrais revenir un petit peu sur ces résultats, ce qu'ils signifient réellement lorsqu'ils sont mis sur une échelle d'instruments d'évaluation pédagogique internationale, Madame la Ministre. Aujourd'hui, on peut être satisfait plus ou moins de certains taux de réussite lors de ces examens, mais lorsqu'on est classé à l'international, on est très mal classé en l'occurrence. Donc qu'est-ce que ces chiffres nous disent en fait sur le niveau pédagogique en Algérie? Alors, le niveau d'instruction. Des résultats des examens, c'est pas très révélateur. C'est pas très révélateur. C'est pour cela en fait que nous on a quasiment renoncé à classer les wilayas. C'est pour nous en fait essentiellement un indicateur qui nous montre les déficits en matière d'apprentissage, dans quelle matière, et notre objectif c'est d'élaborer tout un système de remédiation qui puisse toucher des points très précis à partir de l'analyse de ces examens. Alors, sur l'international, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas il ne mesure pas simplement votre degré de maîtrise au niveau d'un certain nombre d'exercices, mais ce qui les intéresse, c'est vos capacités d'analyse, et vos capacités de synthèse et le protocole. Même des domaines où nous sommes un petit peu défaillants. Nous sommes assez faibles. Nous sommes assez faibles là-dedans. Alors pour quelle raison? Alors nous sommes faibles parce que notre système pédagogique, lui, est construit plutôt autour de mémorisation-restitution que sur les autres capacités qu'il faille mobiliser. Alors notre objectif, à travers la refonte pédagogique qu'on est en train de mettre en œuvre depuis maintenant 3 ans, mais qui passe par un long processus de formation, c'est justement d'aller vers d'autres types de compétences qui, elles, mesurent les intelligences multiples que tout un chacun possède. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qui va changer dans ce système? Parce que, d'abord, quand est-ce que ça va être mis en place? On parle de ce nouveau système d'examination. Quand est-ce que ça va être mis en place? Et puis, en amont, comment les élèves pourront acquérir ces capacités d'analyse, de critique, de synthèse dont vous parlez? Alors, on a commencé par d'abord une actualisation des programmes, des nouveaux manuels scolaires, et nous avons mené en janvier une enquête nationale auprès des enseignants, notamment du cycle obligatoire. Alors cette enquête nationale a porté justement sur leur point de vue et leur évaluation sur le système tel qu'il est mis en place aujourd'hui. Et là, vous savez, 95% des enseignants ont répondu et nous pouvons valablement, à partir d'un séminaire national que nous avons organisé, de nous projeter vers l'avenir. Alors cet avenir va être mis en œuvre dès septembre 2017, alors où, avec l'inspection générale, sur la base des résultats
donc, de cette consultation nationale, c'est de pouvoir, élaborer un plan national des apprentissages. Ça signifie que l'enseignant, en sus du guide de l'enseignant qu'il aura, ce plan national des apprentissages va lui permettre de savoir à quel moment il faut que je puisse interroger l'élève. Je l'interroge au bout de 12 heures d'enseignement, je l'interroge au bout de 15 heures, au bout de 20 heures. Là aussi, il y a des normes. Donc le plan national des apprentissages va être accompagné d'un plan national d'évaluation qui permettra, en fonction de la matière, en fonction du temps qui est consacré à cette matière, d'adapter les évaluations. Et nous avons constaté... Ça va se passer au cours de l'année, en fait. Au cours de l'année. Pendant l'année de scolarisation, c'est-à-dire que les enseignants seront dans une espèce de formation continue, comme ça, tout à fait, pendant qu'ils enseignent. Alors, ce qu'il y a, donc ça, en fait, les enseignants savent le faire. Là, la concertation que nous avons faite a montré la nécessité, en tout cas c'est une demande de leur part, d'avoir des ressources pédagogiques. Nous sommes en train de produire ces ressources pédagogiques. Ils ont besoin d'être accompagnés sur des choses extrêmement précises, c'est-à-dire comment, à partir d'une séquence d'apprentissage, comment nous pouvons évaluer et au bout de combien de séances il faut mettre en place cet élément. Alors, l'aspect de nouveauté, c'est que l'évaluation ne portera pas simplement sur des compétences écrites, elles porteront aussi sur les compétences de communication qui étaient complètement absentes. Or, dans le primaire, c'est un élément essentiel et dans les langues étrangères, ce sont des éléments essentiels. Alors, ceux-ci, ils sont en fait les enseignants, en étant accompagnés, sont tout de suite prêts à mettre en œuvre. Donc, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau. De quelle manière ils sont accompagnés ? Alors, ils sont accompagnés d'abord par les inspecteurs de la circonscription, qui, eux, ont eu une formation. Là, par exemple, demain sur Blida, j'assiste et j'ouvre un séminaire de formation pour les inspecteurs qui, eux, sont chargés d'élaborer une mallette pédagogique qui sera présentée aux nouveaux enseignants que nous allons former et en juillet et au mois d'août. Et grâce à cette mallette pédagogique, ils vont avoir, en tout cas de manière très concrète, comment se présenter en cours pour la première fois, de quelle façon se présenter aux élèves et avec quels outils. Alors, cette formation continue que nous faisons non seulement sur site, mais que nous faisons aussi à partir d'une plateforme de formation au niveau de la direction de la formation du ministère de l'Éducation nationale. Donc vous parlez de la formation des enseignants qui seront, on va parler du concours de recrutement, donc les enseignants qui seront recrutés bientôt, ou est-ce qu'on parle de l'ensemble de l'encadrement de l'Éducation nationale ? Alors, qui doivent être remises à niveau, puisqu'on parle aujourd'hui d'un nouvel apprentissage. Vous savez, l'épine dorsale de notre programme de la rentrée scolaire, c'est sur la formation. Et cette formation qui concernera l'ensemble des corps. Vous savez, même un gardien d'école ou de lycée ou de collège a besoin lui aussi de formation. Les élèves ont changé, la société s'est transformée, et il faut que nous, en tant que secteur de l'éducation, nous nous adaptions à toute cette transformation et à tous ces changements. Alors, ce que nous allons faire en juillet et en août, ça concernera essentiellement les nouveaux enseignants qu'on aura recrutés. Alors, ils sont au nombre de 28 000 qui seront formés entre le 1er et le 15 juillet. C'est en fait plus un stage d'imprégnation que nous faisons avec eux. Et dans ce stage d'imprégnation, nous donnons vraiment aujourd'hui une importance cruciale, non seulement à la problématique de l'éthique, et du rapport que doivent entretenir les enseignants avec les élèves, mais aussi de partir de problèmes. Les problèmes qu'on rencontre sur le terrain aujourd'hui doivent être présentés à ces enseignants, dont un des outils, en tout cas de formation qu'on va utiliser, c'est de les amener à voir comment telle situation, si eux, ils se trouvaient confrontés, comment ils la résoudraient. Et après cela, après les travaux de groupe, il y aurait des séances collectives. Ça signifie que nous avons pris acte, en tout cas, des différentes critiques qui avaient été émises par ces nouveaux enseignants. C'est quand même des adultes, ils sont porteurs d'une licence, et au lieu d'aller vers une démarche classique, routinière, de démarrer la formation,
immédiatement en les mettant en confrontation avec des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sur le terrain. Et il y en a une série, vous savez, on n'arrête pas de mener des enquêtes au niveau de l'inspection générale. Donc les situations sur lesquelles nous avons mené des enquêtes vont être présentées, entre autres évidemment, aux enseignants, et c'est en les faisant réfléchir sur ces situations problèmes que nous sommes persuadés il y aurait, voilà, en tout cas plus d'intérêt. Là, on parle évidemment d'une formation des enseignants et d'un nouveau mode d'apprentissage pour les élèves à partir de la primaire. C'est bien cela. Pour arriver à ces compétences, à ces objectifs que nous voulons, c'est-à-dire certaines compétences que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui, comme on le disait, l'analyse et la critique. Alors, vous savez, les résultats de la 5e année sont très révélatrices d'un certain nombre de déficits en matière de maîtrise des langages fondamentaux, que ce soit la langue arabe, les mathématiques ou la langue française. Alors, nous avons pris en priorité la langue arabe. Et sur cela, nous avons formé un certain nombre d'inspecteurs et nous avons réalisé un certain nombre de documents qui seront mis à disposition, en tout cas des nouveaux enseignants, d'abord parce que c'est avec eux qu'on va être en contact dès juillet et dès la rentrée avec l'ensemble des enseignants. Donc il y a un travail quasi permanent qui est mené par l'ensemble des structures, et particulièrement l'inspection générale et la direction de la formation, sans oublier l'ONEFT, pour améliorer, les ressources, parce qu'il ne suffit pas effectivement de donner des grandes lignes directrices. Quelqu'un, quand il est en face de la classe, il faut lui apprendre comment la maîtriser, donc, gérer en temps réel, comment travailler avec la diversité, comment interroger les élèves, comment les faire travailler en groupe et alterner entre les interrogations collectives et le travail de groupe, mais surtout comment respecter ses élèves et pouvoir prendre en ligne de compte un peu toute leur préoccupation. Alors vous soulignez un point important, il y a la notion de dignité qui revient souvent lorsque vous parlez de ce vaste plan de formation. La dignité de l'élève devrait être aussi consacrée. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les cas de maltraitance des enseignants envers les élèves? Quelles sont les lignes rouges aujourd'hui, Madame Nouria Benrabrit? Oui, alors nous avons inscrit cette opération dans une problématique qui était encore plus large, qui était les violences en milieu scolaire. Et dans ces violences en milieu scolaire, effectivement, peut-être il y a beaucoup de dysfonctionnements entre enseignants et élèves. Or, on sait que l'absence de respect vis-à-vis de l'élève et l'élève vis-à-vis de l'enseignant crée un climat qui n'est absolument pas favorable aux apprentissages, de part et d'autre. Alors sur cela, nous avons là aussi établi de manière minutieuse tout un plan qui va permettre en fait de mettre de la parole d'abord. Parce que quand il y a des conflits, quand il y a désobéissance du côté des élèves, souvent ce qu'on constate, c'est que l'enseignant se trouve démuni en matière de traitement des situations conflictuelles qu'ils ont avec les élèves, que ce soit ça va du primaire jusqu'au secondaire. Là, nous avons mis l'accent sur une compétence particulière qui est celle de la médiation. Et là, nous avons formé, depuis 2015, nous avons formé un certain nombre d'inspecteurs à la médiation qui leur permet justement eux aussi, à leur tour, de former des enseignants sur cette question. Mais en même temps, cette problématique, elle trouve aussi sa résolution dans la participation des élèves au niveau d'un certain nombre de tâches, au niveau des conseils. Mais toucher à l'intégrité physique d'un enfant, d'un élève, qui plus est en classe, c'est bien la ligne rouge, c'est interdit. Madame la ministre. C'est interdit. Et donc il n'y a pas lieu de tergiverser sur cette question. C'est interdit. Voilà. Alors le concours de recrutement des enseignants, c'est le 29 juin en cours. On connaît évidemment les répercussions des départs massifs au titre de la retraite anticipée. Mais la question aujourd'hui qui se pose, c'est comment peut-on remédier au déficit des enseignants, notamment dans certaines matières essentielles dans certaines régions du pays. Alors, malgré ces recrutements annuels. Oui, alors vous savez, nous avons paré au plus pressé.
ce recrutement direct, c'est absolument pas la norme. Le recrutement dans l'éducation nationale, c'est le recrutement des sortants des écoles normales supérieures. C'est ça la norme. Et je peux vous dire que nous avons remis à l'enseignement supérieur, avec lequel nous tenons des séances régulières, jusqu'à pratiquement 2030, l'évolution de nos besoins par matière, par cycle et par wilaya. Sur cette base-là, le ministère de l'Enseignement supérieur, il se fait fort de faire des propositions aussi alternatives en sus des écoles normales supérieures, de l'ouverture d'un certain nombre. C'est aussi de pouvoir à l'intérieur du système universitaire, peut-être à partir de la première ou de la deuxième année, ouvrir là aussi des postes qui permettraient justement... الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. De répondre aux besoins de l'éducation. Alors, ce qu'on a fait depuis 2014, 2015 et que nous avons fait en 2016 et 2017, c'est vrai que personne n'est satisfait de ce recrutement direct parce que, en fait, quand on est en face d'un élève, il faut venir déjà avec une formation ciblée, une formation professionnelle au métier d'enseignant, parce qu'être enseignant, c'est un métier. Mais ceux qui sont déjà dans des postes dits vacataires, même si le problème est en train de se résorber à ce niveau-là, au niveau du secteur de l'éducation nationale, leurs revendications pour être pour que leur expérience soit prise en considération, qu'est-ce que vous dites sur ça? Elle est prise depuis l'année dernière. Oui. Donc ils passent le concours de recrutement, mais je peux vous dire maintenant, c'est vraiment la portion congrue. Vraiment. Parce que le fait d'avoir mis en place une plateforme numérique qui permette les inscriptions, qui nous permette à nous d'avoir... L'année dernière, on avait besoin de 28 000 postes. Il y a eu 145 000 qui ont eu la moyenne. Et ça nous a permis justement, en 2017, ce que nous allons former en juillet, c'est ce que nous avons pris à partir de la plateforme. Donc, selon un classement. Et vous allez avoir maintenant en juillet, du 1er au 15 juillet, près de 28 000 donc futurs enseignants qui vont faire cette formation. Donc on en a très peu aujourd'hui grâce aux mécanismes mis en place dans le processus de recrutement qui s'intègre pour nous dans le cadre de cette nouvelle gouvernance où le principe de
de transparence et d'équité est au cœur, en tout cas, de cette politique. Alors, on va terminer sur une question. Je ne sais pas si vous allez y répondre, mais je vous la pose quand même, cette question. Alors, on le disait, les examens de cette année se sont mieux passés que l'an dernier. Il reste donc les résultats du BEM et du baccalauréat. Je vais vous demander un pronostic ou peut-être même des objectifs que s'assigne le ministère de l'Éducation nationale, des taux peut-être déjà préétablis à atteindre. Alors, très sincèrement, on n'identifie pas des taux préétablis. Mais ce que je peux dire... Comparé à l'année dernière, oui, bien sûr. Ce que je peux dire, cette année a été une année sereine, grâce, bien évidemment, aux partenaires sociaux qui ont joué le jeu avec nous et avec une amélioration conséquente dans le cadre de la conception des sujets. Ça a été reconnu non seulement par les enseignants, j'ai rencontré hier dans un centre de correction du brevet d'enseignement moyen où un enseignant d'histoire géo m'a confié le fait que cette fois-ci les sujets étaient vraiment scientifiques. Ça signifie que, y compris au niveau des concepteurs de sujets, il fallait les accompagner, nous l'avons fait, du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Donc cette amélioration d'ensemble devrait nous amener effectivement à de meilleures performances pour cette année. À dépasser les 50% par exemple pour le baccalauréat, peut-être? On l'espère. C'est ce qu'on espère aussi. Madame Nouria Benrabrit, vous êtes la ministre de l'Éducation nationale. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission sera rediffusée ce soir à 22h. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne suite des programmes. Bonsoir.